Depuis plus de 3 ans que je m'intéresse de près au monde des véhicules de loisirs, j'ai lu, entendu des tonnes d'informations et de polémiques sur ce sujet épineux qui est le stationnement de nos véhicules. Je me suis dit que nous pouvions te donner notre ressenti et nos habitudes après plus de 100 nuits à bord de Léonard, le camping-car. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, mea culpa, je t'avais dit que notre prochaine vidéo serait la livraison de Léonard, mais comme les délais se sont un peu allongés, je tenais à te parler de ce sujet très important pour nous, camping-caristes et fourgonnettes, mais aussi pour toi, futur acquéreur d'une cabane à roulettes. Si je te dis camping-car park, panneau d'interdiction et barre de moins de 2 mètres, je cristallise 90% des pétages de plomb sur les réseaux sociaux à propos du stationnement. Certains, dont des youtubeurs bien connus, s'octroient le droit de dire que leur pratique est la bonne, qu'il faut agir de telle ou telle manière, boycotter telle société, telle application, que sans cela, tu es un paria de la communauté. Ouais. Tout un programme bien loin de l'esprit de liberté qu'ils vantent par ailleurs. Je te cite une phrase de Gilbert Cesbron, « Celui qui croit avoir toujours raison a, premièrement, toujours tort en cela ». Deuxième chose, au-delà des 100 nuits en camping-car, je te précise quand même que j'ai quasiment toujours dormi durant mes vacances, soit à la Belle Étoile, soit en tente, en hamac, en voiture, en van, en fourgon, en camping-car, et dans à peu près tous les lieux et toutes les situations que tu peux aménager. Ça veut juste dire que je n'ai pas découvert les problèmes liés à la recherche d'une étape pour la nuit il y a 3 ans à l'achat de Léonard. Et enfin, un avertissement d'usage au vu de certaines interventions sur notre dernière vidéo. Toi le rageux, ne te fatigue pas à laisser un commentaire s'il n'est pas à minima constructif, sinon argumenté. Si tu pollues cette vidéo avec tes névroses, ton commentaire dégagera. Toi aussi, ne perds donc pas ton temps et va voir directement un psy à bon entendeur. Maintenant, passons au vif du sujet. Je vais commencer par citer les différents choix que je connais et que nous avons, nous, adeptes de véhicules aménagés, pour passer une nuit. Nous pouvons choisir de stationner sur un spot sauvage, en camping traditionnel, en étape France Passion, en aire payante comme camping-car park ou home camper, sur une aire municipale, sur un bout de terrain, mis à disposition par un particulier, ou bien sur un parking en ville, le long d'une route, près d'un site touristique, ou sur une aire d'autoroute. Tu le vois, les choix théoriques sont variés et infinis, et je dis bien théoriques. Aujourd'hui, pour nous aider à trouver une étape pour la nuit, nous avons une multitude de supports, et si j'en oublie, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour que ça profite à tous. En premier, nous avons bien entendu les applications comme Park4Night et celles des aires payantes ou de France Passion. Elles disposent en général d'une cartographie et de toutes les informations, et en plus d'une géolocalisation. Petite précision quand même, Park4Night est alimenté et renseigné par nous, et donc parfois les infos sont approximatives, alors que les applis des aires payantes ou France Passion sont renseignées par les éditeurs de ces applications, et donc souvent plus à jour, avec même une notion de place disponible en temps réel. Ensuite, nous avons les guides papier comme France Passion, le guide ASCII des campings, les magazines qui souvent proposent des lieux insolites et magnifiques, j'en oublie souvent, pareil, mets ça en commentaire. Internet bien sûr, si tu tapes Camping Pays Basque par exemple, tu vas avoir l'embarras du choix. Il y a également les GPS spécialisés camping-car comme le Lucampers que nous utilisons. Tout est référencé au niveau des étapes officielles et des aires de service, à condition bien sûr d'avoir un GPS à jour. Il y a aussi Google Maps auquel on ne pense pas souvent, mais qui peut être très utile pour trouver un spot sauvage sans tourner toute la nuit. Tu regardes ta carte, la photo satellite, et tu choisis et tu y vas. Une fois que tu as toutes ces infos, il te reste à déterminer ce que tu souhaites faire, mais parfois, sache-le, tu auras des choix plus que limités, voire pas de choix du tout. Il est temps que je revienne plus en détail sur nos habitudes et pratiques à nous, Nat, Léonard et moi. Commençons par les spots sauvages, de très loin notre premier choix, et autant te dire, si tu commences dans ce domaine, que parfois ton spot sera loin, très loin des photos Instagram #vanlife, avec vue sur une plage déserte ou une montagne enneigée. Bien sûr que tu en trouveras, mais si tu comptes acheter un camping-car pour vivre ça chaque jour, tu risques de déchanter rapidement.
Nous on adore et on se sert quasi exclusivement de Park4Night en validant systématiquement avec Google Maps pour les accès et les environs. Et des endroits magiques, je te rassure, on en a vu des tas. Mais tout n'est pas rose. Nous avons aussi fait plusieurs fois demi-tour, soit parce qu'il y avait déjà trop de véhicules, et ça, clairement, c'est le gros inconvénient des spots Park4Night, soit parce que l'accès semblait pourri pour un camping-car et j'avais pas envie de taper, ou que niveau sécurité, je le sentais pas. Et là, si tu fais le choix de faire demi-tour, commence une recherche qui parfois nous a amené à trouver un endroit qu'à la nuit tombée et du coup sans pouvoir contrôler les environs. En général, ces nuits-là, je ne dors que d'un œil. Sinon, c'est Google Maps et la navigation sur la carte satellite pour identifier un endroit accessible et à l'écart. Pas simple, mais je le redis, très pratique. Et pour l'instant, je touche du bois, à part des voisins bruyants et de temps en temps une voiture qui vient tourner au milieu de la nuit, nous n'avons jamais eu de problème. Vient ensuite notre deuxième choix en termes de nombre de nuits, les campings traditionnels. Là, c'est très probablement nos souvenirs d'enfance qui remontent et qui orientent nos choix. Première chose, on choisit toujours des campings modestes, loin des réserves à touristes bruyants que sont les campings luxueux qui d'ailleurs n'ont plus rien à voir avec des campings, il faut bien le dire. Bon, les prix ont explosé après le Covid, mais payer 15, 20 et même 30 € pour ne pas se casser la tête à chercher un spot, pour prendre une douche à volonté, pour parfois manger au restaurant du camping, avoir accès aux services et parfois à une piscine, c'est à chaque fois un choix que nous assumons. Et puis, lorsque nous avons besoin de nous poser plusieurs nuits au même endroit sans stresser, et c'est important de laisser notre camping-car vide pendant que nous sommes en rando, c'est un luxe dont on ne se prive pas. Et d'ailleurs, l'été dernier, nous avons passé plus de nuits en camping qu'en spot sauvage sur les 20 jours de notre escapade. Petite précaution à prendre, lire les avis, même si parfois c'est un exutoire arrageux, c'est toujours bien, et surtout valider sur le site du camping ou en les appelant que nos véhicules sont autorisés, et si tu as un grand camping-car, que les doubles essieux ou les plus de 9 mètres sont bien acceptés. Et puis suivant tes besoins, tu pourras bien sûr demander si tu as des services mis à disposition pour faire les pleins et les vidanges. Vient ensuite les étapes France Passion. Nous prenons la carte depuis 2020 et pourtant, nous ne l'utilisons que 2 ou 3 fois par an maximum. Mais nous n'avons jamais été déçus, à part une fois, où notre hôte est carrément venu nous chercher au camping-car pour nous vendre ses produits. Elle, c'est sûr, elle ne nous reverra pas. Sinon, nous avons de super souvenirs, Nat pourrait confirmer, en particulier d'une étape dans les Alpilles et de cet élevage d'aînesse en Ariège. Je t'invite à aller voir les vidéos de nos dernières vacances. Niveau tarif, nous trouvons que 33 € par an, c'est parfaitement raisonnable pour profiter d'informations complètes et à jour, mais surtout pour nous rendre sans inquiétude sur les étapes grâce au travail qui est fait par cette société pour nous dénicher des petits coins et des accueillants bien sympas. Par contre, ce n'est pas les 33 € qui vont te coûter cher, c'est les produits que tu vas acheter sur les étapes qui vont remplir ta soute. Ça, c'est du vécu, vin, fromage, miel et autres plaisirs. Généralement, nous choisissons vraiment nos étapes en fonction de nos envies et certainement pas pour profiter d'une place gratos. Ça aussi, c'est du vécu. Des camping-caristes qui arrivent le soir, repartent le lendemain, sans même saluer l'accueillant, juste pour passer la nuit. Vraiment chouette mentalité. Mais bon, c'est la liberté de chacun et heureusement, ce n'est qu'une minorité. En clair, nous reprendrons la carte pour 2024. Les aires payantes type camping-car park. Je te le précise, nous n'avons jamais fait d'étape sur des aires payantes autres que celles gérées par cette société. Notre retour ne se fera donc que sur eux. Camping-car park, le sujet qui fâche. Pour être précis, qui en fâche certains, mais certainement pas nous. Et donc, je vais te parler de notre expérience très positive. Bon, soyons clairs, pour nous, camping-car park, c'est toujours une solution pratico-pratique, complète et finalement pas si onéreuse que ça. Pratique parce qu'à chaque fois que nous y sommes allés, c'était soit parce que nous avions la flemme de chercher un spot et une aire de service, soit parce que nous voulions nous poser en sécurité près d'un site touristique, comme ça a été le cas à Rémoulins, qui est à 10 minutes du pont du Gard, ou encore à la Roque-sur-Cèze, qui est juste à côté du village, ou encore parce que, tout simplement, nous n'avons pas trouvé de camping sympa et de spots sauvages qui nous inspirent à proximité, mais clairement, sortis de ces 3 situations, nous choisirons toujours nos 2 premiers choix, le sauvage ou un petit camping mignon. De 9 à 14 € par 24 heures, ouvert 365 jours par an, accessible 24 heures sur 24 pour avoir un emplacement,
Pas toujours chouette, je le reconnais quand c'est du bitume comme à Rémoulin, mais souvent grand et délimité, dans la très grande majorité des cas bien entretenu, clôturé, avec des bornes électriques et les services à volonté. En clair, c'est pratique, fiable, et ça peut être une solution de repli, comme ça l'a été pour nous vers Béziers, où nous ne trouvions pas de spot à 21h passé en hiver. Nous avions tourné pendant 1 heure dans le brouillard, un camping-car park, on s'est engouffré dedans et on a passé une super nuit. À propos de camping-car park, j'ouvre une parenthèse qui va certainement en faire hurler quelques-uns, mais c'est mon opinion. De plus en plus d'aires sont créées dans des anciens campings municipaux, c'est souvent l'occasion pour les petites communes de faire un petit peu de sous, même si on est d'accord, notre argent va majoritairement dans les poches de camping-car park. Mais ça rapporte sûrement plus que quand le camping était fermé. Et puis, ça permet surtout de remettre de l'activité toute l'année dans le village grâce à nous. Nous pouvons être des consommateurs dans la commune. Et nous concernant, Nat et moi, ça a été quasiment à chaque fois le cas. C'est donc du gagnant-gagnant pour nous, les commerçants et les communes. Fin de la parenthèse. Passons maintenant aux aires municipales. Par aire municipale, je parle de ces aires de service et de stationnement mises à disposition par les communes, souvent gracieusement ou à moindre coût pour les services. Ce n'est clairement pas la solution que nous préférons pour passer une nuit, et pourtant, c'est pratique et peu onéreux. Mais franchement, à part celui de Puy-Saint-Martin dans la Drôme, que tu retrouveras sur la vidéo numéro 39, nous n'avons jamais choisi cette option. Pourquoi? En grande partie parce qu'elles sont souvent en centre-village et que le calme est quelque chose que nous recherchons surtout la nuit. Par contre, en journée, nous en avons très souvent profité. Et parfois, ça nous a permis de faire quelques petites emplettes, comme cette pause dans un petit village en Haute-Loire, où nous avons vu le marché s'installer à côté de nous, avant que nous ne dévalisions l'étal de la fromagère. En résumé, c'est pratique, économique, cela permet de faire aussi les services, même s'il arrive que les installations ne soient pas toujours fonctionnelles, mais les commerçants autour s'y retrouvent. Et pour les communes, je m'avance peut-être, mais c'est à moindre coût, à condition que nous, utilisateurs de Maisons-sur-Roue, nous soyons respectueux. Combien de témoignages sur les forums et les magazines d'élus qui ferment ces aires parce que trop de monde vide les eaux noires et les eaux grises n'importe comment, s'étalent sur des places qui ne sont pas des emplacements de camping ou qui font ventouse pendant des semaines. Et là, les coûts ne sont plus assumables par les petites communes en particulier, les riverains se plaignent et du coup, nous ne sommes plus les bienvenus et c'est de notre faute. Attention, avant de me faire tailler en pièces dans les commentaires, je parle ici des débordements de notre communauté et pas des communes qui condamnent les accès pour faire uniquement plaisir à des électeurs anti-camping-car en faisant fleurir partout des panneaux d'interdiction, bien souvent illégaux. Allez, je m'égare. Pour en revenir à notre expérience, nous faisons régulièrement des haltes en journée sur ces aires, mais jamais pour y passer nuit. Donc un grand merci aux communes qui mettent ces lieux à notre disposition. Je te les ai cités en préambule, il existe d'autres solutions comme le terrain privé d'un agriculteur à qui tu auras demandé l'autorisation de te poser une nuit. Il y a aussi les parkings en ville, le long d'une route, près d'un lieu touristique ou bien les aires d'autoroute. Je ne peux pas te raconter nos expériences lors de nos étapes nocturnes puisque nous n'avons jamais fait ce choix, mais je vais te dire comment nous voyons les choses, Nat et moi. Se poser dans le champ d'un propriétaire terrien, pourquoi pas? Mais à part en étant envoyé par quelqu'un, en croisant la route du propriétaire par hasard et en lui disant que l'on cherche un endroit pour la nuit, à la limite en étant vraiment en galère et à cogner à une porte en dernier recours, je ne vois pas aujourd'hui de raison pour le faire. Les parkings, que ce soit sur la route, proche d'un lieu touristique ou en centre-ville, c'est clair, c'est niet d'office. Pour deux raisons simples, la première, nos craintes sur la sécurité, et la seconde, la qualité de notre sommeil. Ces lieux, par nature, sont des lieux de passage, autant Nat est une véritable marmotte, autant de mon côté, j'ai le sommeil très léger, je ne mets jamais de boule caisse et je n'ai aucune envie de passer une nuit à me lever à chaque bruit suspect. Je m'évite donc tout simplement des nuits merdiques. Je sais que certains d'entre vous n'hésitent pas et concrètement, les témoignages d'incidents ne sont pas nombreux, donc si tu ne crains pas, ce peut être une bonne solution pour se poser sans devoir chercher un spot trop longtemps et en étant en plus à proximité d'une boulangerie le matin. Les aires d'autoroute, bon, ben là je crois que tu connais la réponse, vu ce que je viens de dire juste avant, et en plus, si tu ajoutes le nombre de témoignages glaçants, surtout en période estivale, c'est hors de question. Vole la journée pendant que tu es au restaurant, vole pendant la nuit, même quand tu es dans ton véhicule, que ce soit avec ou sans gaz anesthésiant, là n'est pas le débat, quand ils veulent rentrer se servir
ils savent faire. Il n'y a pas à fouiller longtemps sur le net pour trouver des témoignages de camping-caristes ou de routiers qui te dissuadent franchement de traîner sur ces aires. Il faut dire aussi que nos cabanes à roulettes sont parfois aussi faciles à ouvrir que des Tupperware. Pour ces réseaux bien organisés qui écument principalement les autoroutes du Sud, c'est du pain béni et l'occasion de mettre la main sur tout ce qui a de la valeur pour nous. Après, vous êtes quelques-uns sur le forum à ne jamais avoir eu de problème, je veux bien le croire, mais non, nous préférons toujours sortir de l'autoroute et même tourner 1 heure de plus les yeux rivés sur Google Maps pour trouver un spot ou un camping-car park que de rester sur ces aires. Bien, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aura un peu éclairé si tu es novice ou futur primo-accédant. Et pour ceux qui ont déjà rencontré des situations qui méritent un commentaire, si tu as des anecdotes, des témoignages ou des conseils, n'hésite pas. Allez, on se retrouve bientôt pour la livraison de notre nouveau Léonard. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à moins de 3 semaines. Je trépigne comme un gosse le 23 décembre. D'ici là, prends soin de toi et salut à tous!